Démarrer, et voici démarrer la nouvelle visioconférence du Salon de la BD du Lac d'Annecy, Sevrier BD. Ce soir, nous allons parler de manga avec trois invités prestigieux. Je l'ai dit comme ça sur les réseaux sociaux, je le pense sincèrement. Dans l'ordre où on les voit apparaître ici, nous avons Stéphane Duval, qui est le directeur des éditions du Lézard Noir. Juste en dessous, nous avons Jérôme Alquier, le dessinateur qui s'est révélé à tout un public avec la trilogie Capitaine Albator et qui nous annonce une surprise pour très bientôt. Et Grégoire Hello, directeur éditorial des éditions Kurokawa. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oui, vous avez le choix. Bonjour, bonsoir, au choix. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Merci à ceux aussi qui nous regardent là maintenant. Petite demande particulière, je vous propose qu'on fasse la visioconférence en japonais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pour être un peu dans le thème. Bien sûr, comme de toute façon vous entendez un mot sur 4 pour moi, ça posera pas beaucoup de difficultés. Non, on t'entend bien là, c'est tout bon. Je propose, Grégoire, qu'on commence par toi. Moi? Pour que tu nous expliques, un tout petit peu qui tu es, que tu te présentes un petit peu et que tu nous parles de Kurokawa, la prestigieuse maison d'édition de manga qui existe depuis 2005. Tout à fait. S'il n'y avait pas eu tous les problèmes liés au virus, on aurait pu fêter ça l'année dernière en live dans ta librairie en vrai, par exemple. Bah oui. On avait prévu des événements un peu dans toute la France. Mais bon. Donc voilà. Donc oui, je m'appelle Grégoire Hello. J'ai la chance d'être le directeur de collection des éditions Kurokawa, qui sont donc un label de manga grand public de la société Univers Poche. Donc voilà, mon métier en fait, je reçois quasiment tous les mangas du Japon, et puis je dois les lire, je dois faire le tri dedans pour savoir un petit peu ce qui pourrait plaire au public français, ce qui pourrait être intéressant ou pertinent, ce qui pourrait évidemment se vendre aussi, ce qui pourrait être un succès. Et donc ensuite, je le propose à mon équipe éditoriale. Et à partir de là, on va commencer le processus de fabrication, de traduction, d'impression. Donc voilà, en gros, je suis un sniffer de manga, je les déniche et après, je vais au Japon pour négocier les droits. Et comment tu es arrivé à ce poste? Totalement par hasard. En fait, à la base, j'étais journaliste dans le jeu vidéo. Et donc, grâce à ça, j'allais souvent au Japon, j'avais beaucoup de contacts, notamment chez Sony, chez Nintendo, Square Enix, etc. Et en 2003-2004, donc la société Univers Poche souhaitait se lancer dans le manga, puisqu'ils se rendaient compte, Univers Poche, c'est donc Pocket, 10-18, Fleuve Noir, donc c'est des maisons d'édition qui font du poche, donc vraiment quelque chose d'assez grand public, et ils se rendaient compte que le manga, ça arrivait aussi, ça devenait quelque chose de vraiment grand public, donc ils voulaient s'y mettre. Puis en plus, le manga, c'est un format poche. Donc le PDG de l'époque voulait du manga et il voulait trouver un directeur de collection, il voulait quelqu'un qui parle japonais. Et ils n'arrivaient pas à recruter quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle japonais, parce que c'est la mode et que tout le monde aime le Japon, mais à l'époque, c'était un peu rare. Et ils sont tombés sur moi complètement par hasard, parce que en fait, je squattais souvent dans une librairie de comics et de mangas à Paris qui s'appelle Album. Et donc, ils ont demandé au patron des librairies Album s'il connaissait quelqu'un. Et il a dit, je vais demander à mes vendeurs. Et puis, c'est tombé sur moi. Voilà. Bien, une chouette histoire, et puis qui a démarré très très fort. Moi, je me souviens du lancement de Kurokawa. Quand on m'a annoncé la sortie de Full Metal Alchemist, on m'a dit, attention, ça va être énorme. J'ai fait oui, on dit ça à chaque fois. C'est le nouveau Naruto, c'est le nouveau One Piece, et c'était énorme, pour de vrai. Oui. Donc ça avait effectivement démarré sur le chapeau de roue. Oui, ça avait été un lancement qui était très très puissant. D'ailleurs, c'est grâce à ça aussi que Kurokawa a été lancé. C'est-à-dire que le projet de lancer la maison d'édition Kurokawa chez Univers Poche était dans les tuyaux depuis un an et demi. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu Full Metal Alchemist, qui est une grosse locomotive pour amorcer le lancement de Kurokawa, ça aurait été compliqué. Et, quand tu veux lancer une nouvelle maison d'édition, quand tu arrives sur le marché du manga, qui déjà en 2004-2005 était bien occupé, il faut parvenir à exister assez rapidement.
Tout à fait, tout à fait. Bah, c'était une réussite. Bravo, bravo d'être là 16 ans plus tard. Tu nous parleras un petit peu de ce que vous faites en ce moment, des projets. On Bien va sûr. passer à Jérôme. Jérôme qui est un artiste, ma foi, extrêmement talentueux, ça n'engage que moi, mais que moi j'avais découvert notamment à partir de fan art. J'étais complètement bluffé par des illustrations que tu avais pu livrer sur Internet. Et puis on te connaît aussi pour la bande dessinée, hein. Tu as fait plusieurs séries, on va dire, sous un label plus officiel bande dessinée, avant qu'effectivement on te retrouve sur Capitaine Albator, même s'il y a eu un petit Mythix récemment. Oui, Est-ce que oui, tu veux oui. nous en parler un petit peu donc de ton rôle d'auteur? Ouais, bah écoute, moi je suis arrivé dans la BD à partir de 2010, je crois, quelque chose comme ça, avec les éditions Delcourt. À cette époque-là, c'est vrai que je sortais de beaucoup d'illustrations que j'avais pu faire pour différents labels d'éditeurs de DVD, principalement des Click Images, IDP Home Vidéo, RCP. J'avais fait quelques trucs comme ça, quoi. J'avais fait beaucoup de jaquettes de DVD, justement, des dessins animés que je regardais quand j'étais gamin et qui me passionnaient. Et puis il y a, pendant un petit moment, je suis allé un petit peu plus loin de l'animation japonaise et j'ai voulu essayer le format franco-belge parce que c'était un format qui m'intéressait beaucoup. C'était des grandes planches, c'était des planches en couleur. Alors, je sais bien que certains mangas sont aussi en couleur, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt noir et blanc. Et puis, en m'associant avec mon ami et scénariste Arnaud, on a réalisé une première bande dessinée qui s'appelle Surnaturel aux éditions Delcourt. Comme je disais, il y a eu 4 tomes entre 2010 ou 2011 et 2013. Et puis après, ça s'est arrêté. Malheureusement, ça n'a pas connu le succès qu'on espérait. Puis on a essayé de rebondir. Enfin, j'ai essayé de voir un petit peu quels étaient les projets qui pouvaient être intéressants à ce moment-là. Et puis, je reconnais que l'expérience de la bande dessinée franco-belge m'avait bien plu. C'était un exercice vraiment particulier et j'avais envie de continuer ça. Et mes premières amours des dessins animés japonais faisaient que j'ai essayé de matcher les deux. Et donc, en 2000, je ne sais plus combien, 2013 ou 2014, j'ai fait un petit dossier de présentation d'un projet pour. Alors, c'était Soleil à l'époque, c'était Jean Vaquet qui était derrière ça, pour faire une adaptation d'un manga très connu qui s'appelle Capitaine Albator, pirate de l'espace. Et puis, ça ne s'est pas fait avec Soleil. Et finalement, j'ai rencontré les éditions Kana pour autre chose, en fait, pour. En l'occurrence, c'était pour Senseiya, un petit projet de Senseiya qu'il y avait à l'époque. Et ils m'ont dit, non, mais attends, t'as pas autre chose dans tes tiroirs? T'as pas un truc? Je fais, bah écoutez, oui, j'ai fait un dossier sur Albator, ça vous intéresse? Ah, bah ça tombe bien. C'était Christelle Houlen qui était derrière ce projet-là. Il me dit, bah ça tombe bien, on part au Japon et on va rencontrer Matsumoto dans quelques jours. Ça t'intéresse qu'on lui montre? Moi, je dis, bah attends, je vais réfléchir un quart de seconde avant de te répondre. Bon, évidemment que oui. Et puis, bon, voilà, il est parti au Japon avec ce dossier-là. Ça, j'ai pas eu de réponse tout de suite. Je pense le temps de rentrer du Japon, le temps de poser un peu les valises. Et puis alors que j'étais en train de repeindre ma salle de bain, j'ai eu un coup de fil de Christelle qui me dit ah ben voilà, au fait je t'ai pas dit mais on a rencontré Matsumoto, il a trouvé ça top, les dessins super, le scénar super. Ben on a son feu vert et on peut attaquer le projet. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de dire pas vraiment par hasard, mais en tout cas par une accumulation de petites choses, j'ai pu me lancer sur ce projet formidable dont je suppose on va parler un peu plus en détail. Oui, on Et en parle tout à l'heure dans le détail, mais voilà, mémoire de on vient de voir une l'Arcadia. image. C'est effectivement assez impressionnant graphiquement. Donc oui, on voit ça un petit peu en détail tout à l'heure et on va parler un petit peu de Stéphane aussi, de Stéphane Duval pour les éditions Les Arts Noirs. Alors on parlait de Kurokawa juste avant avec un éditeur qui nous a fait des très gros titres blockbusters, on va dire comme ça. Stéphane, tu es sur des ouvrages qui sont peut-être plus passerelles, romans graphiques, manga. Je ne sais pas si tu es d'accord avec la façon de le dire. En tout cas, tu as un catalogue un petit peu différent de ce qui se voit beaucoup chez les éditeurs qui font des séries poches, shonen, qui est vraiment la locomotive principale du marché manga. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ta maison d'édition, comment elle se situe dans tout ça? Et Alors, toi, ton parcours finalement aussi. Hein. je l'ai créé en même temps donc, que Kurokawa, mais avec beaucoup moins de moyens. J'étais disquaire à l'époque, donc je me suis lancé dans le manga par hasard. C'était après mon deuxième voyage au Japon. Enfin, lors de mon deuxième voyage au Japon, j'ai rencontré Maruo Suiro en tant que collectionneur. Et en revenant, je me suis dit qu'il fallait que je l'édite.
Donc, c'est parti comme ça. Il s'est trouvé qu'on était 2 éditeurs à avoir les contrats sur le même bouquin. C'était IMHO et nous. On avait avec 2 éditeurs différents le contrat pour La jeune fille aux camélias. J'ai laissé passer à Benoît. Et puis, j'ai lancé des petits bouquins de Maruo. Puis, j'ai contacté d'autres éditeurs. Et ça, c'est parti comme ça. Il n'y avait pas de stratégie. Je connaissais pas du tout le milieu. J'avais lu Akira quand c'était sorti, mais j'étais pas branché plus que ça par le manga. C'est plus la culture de marge et l'art japonais contemporain qui m'intéressait que la BD. Et puis le manga s'est développé petit à petit en continuant les voyages au Japon, en appréhendant un peu mieux la civilisation et la société contemporaine japonaise. J'ai commencé à publier des livres qui étaient moins arty entre guillemets, comme ceux que j'avais fait avec Makoto Aida ou Akino Kondo, qui étaient plus des artistes contemporains que des mangaka. Et j'ai signé Le Vagabond de Tokyo, et de là est partie cette collection un peu plus tranche de vie, comme on dit, ou chronique sociale à travers la bande dessinée japonaise, d'essayer de décrypter un peu la société contemporaine japonaise à travers la bande dessinée comme médium. Très bien, tu nous expliqueras un petit peu comment tu découvres et obtiens ces séries tout à l'heure. On parlera un petit peu effectivement de ton travail d'éditeur. J'ai bien envie d'ailleurs qu'on parle un petit peu de ce qu'est le manga, puisque finalement c'est un sujet dont on parle maintenant, mais ce qui peut nous paraître à nous évident n'est peut-être pas tant que ça pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Le manga, c'est de la bande dessinée japonaise, si on doit résumer ça clairement, mais quelles sont un petit peu les particularités du manga, de comment ça se conçoit, comment ça se sectorise, peut-être même les particularités de format. Est-ce que l'un d'entre vous veut un peu intervenir là-dessus? Ou pas? Grégoire, est-ce que tu Oui. veux... Pardon. C'est compliqué de définir qu'est-ce que le manga dans... La réponse simple, c'est le manga, c'est de la bande dessinée japonaise. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut dire beaucoup plus. Non, mais c'est la définition large de manga, c'est ça. Comme si tu demandais qu'est-ce que c'est que du comics, c'est de la bande dessinée américaine. Le manga, après, il a forcément, comme le comics américain, il a ses spécificités de narration, de découpage, même de fabrication, tout simplement, puisque l'écrasante majorité des mangas, par exemple, est en noir et blanc. L'écrasante majorité des mangas se lit de droite à gauche. L'écrasante majorité des mangas est prépubliée dans un magazine, ce qui fait que tu as un aspect feuilletonnant de la narration qui n'est pas forcément le même que dans un comics ou une bande dessinée. Le manga, c'est de la bande dessinée réalisée par des gens qui habitent à l'autre bout du monde. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes us et coutumes, pas du tout la même culture et forcément pas du tout les mêmes influences. Voilà. Très bien. Donc là, effectivement, on sent qu'il y a une différence éditoriale déjà dans la construction. Tu parlais effectivement de prépublication. Donc le manga, c'est prépublié en moyenne tous les mois par chapitre dans des gros recueils. On entend par exemple Shonen Jump parmi ceux qui recueillent effectivement des titres phares du manga shonen. Donc le manga shonen, là aussi, attention que je ne sois pas trop dans les évidences, le manga shonen. Le shonen, c'est un genre aussi éditorial. Est-ce que, Stéphane, tu as un petit peu toutes les cartes en main sur les différents genres, shonen, shoujo, seinen? Tu veux nous expliquer rapidement, que tu interviennes à ton tour, ou Greg, tu veux garder la main parce que tu connais ce sujet parfaitement? Oui, je peux parler de ça. En fait, la société japonaise est je pense, beaucoup plus crue que la société occidentale quand il s'agit de faire des catégories. Ce qui fait qu'au Japon, les mangas sont extrêmement bien sectorisés. Et donc, il y a les mangas pour les petits garçons, pour les petites filles, pour les garçons de primaire, les filles de primaire, les collégiens, les collégiennes, les lycéens, les lycéennes. Après, il y a les mangas pour les étudiants. On va avoir les mangas pour les jeunes hommes de 20 ans, les hommes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. On va avoir les mangas pour les femmes. Alors, ça va encore se diviser en deux, parce qu'il y aura les mangas pour les femmes actives et les mangas pour les femmes au foyer.
Donc c'est très spécifique comment dire les sous-genres, enfin on va dire les classements sociétaux et on va dire d'âge pour les mangas au Japon, mais pour faciliter, en fait, en France, on a gardé les 3 grosses catégories principales qui ont été gardées en fait en France de manière un peu artificielle pour aider surtout à la distribution et notamment la grande distribution où il y a beaucoup de vendeurs et de chefs de rayon. Alors je parle pas des gens comme toi, Vincent, qui sont des spécialistes qui connaissent, mais peut-être des gens, tu vois, par exemple, qui vont être chefs de rayon dans une grande surface ou dans un. Alors, comment ça s'appelle là, les GSS culturels, ces choses-là où les gens vont pas forcément être des spécialistes et il faut vraiment avoir une séparation simple, que ce soit pour la distribution ou pour la mise en rayon. Et pour les lecteurs aussi, finalement. Hein, parce que c'est toujours un côté rassurant de se dire, tiens, je fais partie de telle catégorie, à tort ou à raison. Ça permet en tout cas d'avoir une piste pour finalement découvrir qu'on n'a pas forcément quelqu'un à côté de nous pour nous conseiller. On aime tel titre, donc dans le même genre, on a d'autres titres. Donc effectivement, donc le shonen plutôt manga garçon. Le shonen, shonen, ça veut dire jeune garçon en japonais. Shoujo, ça veut dire jeune fille, petite fille en japonais. Et le seinen, qui veut dire jeune homme en japonais. Donc après, tu as 2 termes qui essayent d'exister un peu, mais qui ont du mal. Tu avais ce qu'on appelait le kodomo, qui représentait les mangas pour les enfants. En général, c'est les mangas que tu donnes aux petits parce que tu sais qu'il n'y aura pas de bagarre dedans. Donc, mais en fait, il y a tellement peu d'occurrences que finalement, ce segment est abandonné par la plupart des grandes enseignes ainsi que des organismes de référencement. Et il y a un autre genre, mais qui n'est pas très bien représenté en France, donc c'est pareil, le terme n'est pas forcément très connu, c'est josei, qui signifie femme, donc les mangas pour femmes. Alors là-dedans, tu vas plutôt avoir les mangas pour femmes adultes. Et c'est pareil, comme c'est un genre de manga qui n'est pas forcément super représenté, le josei est pas non plus un terme qui est très usité, même si en librairie spé, ça passe. En tout cas, et puis il y a encore d'autres termes, effectivement. Certains ont entendu parler du hentai, on peut entendre le yaoi, yuri. Il y a un certain nombre de termes, mais là, les plus célèbres, là, tu viens de nous les donner quand même, c'est-à-dire les pistes principales finalement de lecteurs. Et tu allais dire, oui, pardon. Pardon, en fait, ce que j'allais dire, c'est que shonen shoujo et shonen shoujo seinen, c'est plutôt des catégories que des genres. Oui. Alors que hentai, yaoi, ça, c'est des genres. Tu vois, c'est la différence entre BD pour enfants, BD patrimoine et BD d'action, BD de politique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a effectivement donc les catégorisations. C'est prépublié dans des recueils chaque mois en moyenne, qui sont donc plutôt dans les thèmes convenus. Et c'est les lecteurs finalement qui décident de la suite ou pas d'une série. En fait, après chaque publication, ils ont un droit de vote, un droit de parole, et ils disent « formidable, je veux que ça continue » ou « je veux que ça s'arrête ». Donc finalement, une série longue, c'est plutôt bon signe. Une série comme One Piece qui va fêter son numéro 100 prochainement, c'est que ça plaît. Oui, c'est... comment dire, depuis les années 60 et l'arrivée du magazine Jump au Japon, en fait, les magazines japonais, dans chaque numéro de magazine, ils ont une petite carte postale, une enquête, ce qu'ils appellent les cartes postales d'enquête. Et en gros, tu as un questionnaire, on te dit alors, parce que dans un magazine, il y a une vingtaine de séries, on va dire. Et tu dis alors, cette semaine, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi, quel personnage vous a plu, quel personnage vous a pas plu, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que les éditeurs japonais vont affiner le trait. Et on va comme ça orienter un petit peu. C'est un peu la télé-réalité avant l'heure, tu sais, où tu votes, tu envoies des SMS pour dégager les gens ou pour voter pour le meilleur cuisinier ou quoi. C'était ça avant l'heure. Où si ton manga était tout en bas du classement, tu dégageais, quoi. Et il y a des exemples célèbres d'histoires qui ont comme ça un peu vrillé par rapport à ce que souhaitait l'auteur original. Par exemple, Dragon Ball, tout le monde connaît Dragon Ball. Bon, le méchant personnage de Vegeta, là, celui qui a les cheveux en l'air avec une calvitie en forme de M, voilà, lui, il devait mourir. Et Toriyama explique dans une de ses BD autobiographiques
qu'il voulait le tuer à la fin, parce que c'est un méchant, et que les fans l'ont tellement adoré, il a reçu tellement de courriers que son éditeur lui a dit non, non, lui tu me le gardes, parce que dès qu'il apparaît, il y a un pic de popularité dans le magazine. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, il y a une fille qui débarque dans un manga, et les lecteurs disent « Ah ouais, c'est génial et tout ». Bon, bah, au final, c'est elle qui devient l'héroïne. Ça arrive. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Bon, c'est vrai que c'est assez fou. Les lecteurs ont un vrai droit de vie ou de mort finalement sur des collections. Donc ça impacte aussi un petit peu les publications. Le fait que ce soit en noir et blanc sur des formats poche, c'est aussi expliqué par la longueur finalement des lectures pour un modèle éditorial qui soit moins coûteux, puisque la consommation de manga au Japon est moins, on va dire, collectionnée qu'en France. On est plus sur de la lecture plaisir, et puis une fois qu'on a terminé, comme un magazine, nous, on ne le garde pas forcément, hein, on l'a terminé. Ça explique aussi un petit peu ça. C'est ça la raison du format poche noir et blanc. Je t'entends plus, Greg. Ah pardon, oui, je coupe mon micro entre les interventions. Je ne saurais pas te répondre exactement pourquoi c'est du format poche. Les premiers mangas sont apparus après-guerre, donc il est possible que ce soit du format poche parce que c'est moins grand, donc c'est moins coûteux. Peut-être aussi que c'était plus facile. J'ai pas fait de recherche là-dessus, donc je serais pas capable de donner une vraie réponse. Mes hypothèses, c'est que c'est moins cher de faire un format plus petit. Mon autre hypothèse aussi, c'est que peut-être qu'à l'époque, c'était moins cher à imprimer comme ça parce que les machines étaient déjà calées pour faire des romans. Je ne saurais pas te dire pourquoi c'est petit. Et puis c'est peut-être finalement plus facile à lire dans ce format-là, vu la pagination, peut-être que ça aide aussi un petit peu. Bon, on va pas faire d'invention de réponse, effectivement, si on n'est pas sûr de celle-ci. J'ai lu, moi, que le terme avait été inventé, a priori, par Okuzai, qu'on connaît pour la fameuse vague, en 1814. Et en fait, la traduction de manga, ça voudrait dire image dérisoire. Et ça viendrait finalement du chinois. C'est un point de départ finalement antérieur à la bande dessinée, puisque la bande dessinée est considérée comme plus récente, plus contemporaine du XXe siècle. Donc le Japon a aussi cette petite longueur d'avance, on va dire, sur la volonté de créer du manga, peut-être. Alors moi, je suis ni un historien ni un universitaire qui fait des recherches très poussées là-dessus. Pour moi, ma définition d'une bande dessinée, c'est une bande qui est dessinée, c'est-à-dire que ce sont des dessins qui, mis bout à bout, racontent une histoire. Donc, pour moi, les premières BD, c'est presque les fresques étrusques, tu vois, égyptiennes. Voilà, les grottes de Lascaux, c'est peut-être une BD, tu vois, c'est peut-être une splash page de comics quand on les voit tous sur le mammouth. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît compliqué. Les premiers mangas tels qu'on les considère, c'est ce qu'on appelle les Choju Giga. En fait, c'était des rouleaux qu'on déroulait comme ça. Et en fait, c'était des histoires d'animaux anthropomorphes. Et au fur et à mesure qu'on déroulait le rouleau, on découvrait une scène sur laquelle, alors il n'y avait pas encore de bulles, de phylactères avec les textes dedans, mais on découvrait des animaux anthropomorphes qui se parlaient entre eux. Alors il y avait des petits bouts de texte un peu à droite, à gauche. Et c'est ce qu'on considère comme le premier manga, entre guillemets, hein, ces rouleaux animaliers qui datent du 16 ou 17e siècle, si je ne me trompe pas. Très bien, très bien. Une petite particularité du manga, tu l'as sous-entendu un petit peu aussi quand tu parlais des catégorisations que tu disais un peu crues, mais qui existent. Des particularités du manga, c'est que finalement, il y en a vraiment pour tout le monde. Oui. Il y a tous les sujets qui peuvent être abordés. On n'a jamais hésité à faire des recettes de cuisine ou autres en manga, puisque finalement, tout devient possible. C'est un support pour écrire, pour dessiner, pour communiquer. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup moins vite en France sur nos productions franco-belges, là où le manga avait vraiment cette particularité-là, c'est que tout soit possible. C'est-à-dire qu'en France, on avait une connotation un petit peu du manga baston petite culotte. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Hein. En fait, tout peut exister avec le manga. C'est comme si
je vais faire une réponse dans l'autre sens. Oui, il y a beaucoup de bastons et de petites culottes en France, tout simplement parce que les premiers mangas qui ont cartonné en France, c'était des mangas qui remplissaient un vide éditorial français. C'est-à-dire qu'en France, c'est ce que je dis souvent quand on me demande pourquoi est-ce que les dessins animés japonais, ça cartonne, etc. Et je pense que Jérôme, qui dessine aujourd'hui Albator, sera d'accord avec moi. C'est que quand les premiers dessins animés japonais débarquent en France dans les années 70-80, il y a un trou béant pour le divertissement vers les adolescents. C'est-à-dire que tu as des choses pour les enfants, tu as Tom et Jerry, tu as ces trucs-là, tu as des divertissements pour adultes, parce qu'à l'époque, voilà, Tintin, etc., on te dit Tintin, c'est pour les lecteurs de 7 à 77 ans. Mais quand tu as 14 ans, tu n'as pas envie de lire la même chose que ton petit frère ou que tes parents. Et là arrivent en France des histoires, Albator ou la bataille des planètes, des choses où justement c'est pas juste les Romains, on va leur casser la gueule. C'est que derrière, les héros sont tristes, ils doutent, y a des histoires d'amour un peu sous-jacentes, un peu compliquées. Et là, les adolescents, Candy, c'est incroyable. Quand tu es une fille de 14 ans en France, 13-14 ans, c'est soit Martine, soit le Club des 5. Et là, d'un seul coup, tu as une fille qui hésite entre deux mecs, et puis elle comprend pas c'est quoi ces nouveaux sentiments qui la troublent et tout. Ça te parle. Et donc, c'est pour ça que il y a beaucoup de mangas de baston ou de romance en France, c'est que les plus gros succès, ça reste la spécialité du Japon et qu'en France, on a eu très longtemps du mal à intégrer, c'est les histoires pour les adolescents. Les histoires où tu peux avoir un héros qui pète des murs à main nue, mais dès qu'il voit une fille, il devient tout rose, il est là, je sais pas, voilà. Et c'est comme ça que se sent un adolescent, en fait. Il se sent surpuissant parce que d'un seul coup, il fait 1m70, et puis il est endurant, il fait du sport et tout, mais je ne sais pas parler aux filles, voilà. Et donc, il y a une espèce de projection qui se fait dans ces héros, et c'est très très schématisé ce que je dis. C'est beaucoup. Oui, mais c'est bien. Ça, en fait. Mais c'est voilà, on dit baston petite culotte parce que c'est la cible principale des plus gros succès manga en France qui sont arrivés à l'époque où il n'y avait pas d'offres. Mais tu regardes le catalogue du Lézard Noir, il y a des choses extraordinaires dans des sujets extrêmement pointus. Oui, et on y reviendra effectivement tout à l'heure parce que c'est vraiment un catalogue d'une qualité assez exceptionnelle. Je pense que tu me confirmeras ça tout à l'heure, Stéphane. Et effectivement, tu parlais de ces séries, de ces origines, et je pense que Jérôme pourrait, ma foi, intervenir aussi un petit peu là-dessus, puisque il y avait une vraie fanatitude sur les pochettes de DVD de dessins animés que tu avais aimés. Moi, j'ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux ces derniers jours sur les lecteurs ou pas parmi les gens qui voulaient bien y répondre. Il y avait quand même plus des 3/4 qui étaient lecteurs de manga. Et il y en avait un tiers de ces 3/4 qui disaient qu'ils étaient arrivés au manga grâce au Club Dorothée. Est-ce que c'est aussi il y a eu Récréa 2, Club Dorothée. Est-ce que c'est un point de départ aussi pour toi, finalement, Jérôme? Je pense que ça a été un point de départ pour toute notre génération, parce que comme Grégoire l'expliquait, nous, le manga, bien sûr, on connaît la bande dessinée noir et blanc qui se lit dans le sens contraire de nous. Aujourd'hui, tu peux pas aller dans une librairie sans tomber sur un manga, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Grégoire, Stéphane, je ne sais pas de quelles années vous êtes. Moi, je suis de 75 et c'est vrai que j'ai connu, non pas le manga, mais j'ai connu l'animation. Oui. Voilà, l'animation japonaise, c'est ça qui est arrivé en premier en fait. C'est le produit dérivé du manga qui est arrivé en premier en France. Donc nous, on a pris de plein fouet, comme tu disais, il n'y avait rien à l'époque, il y avait un gouffre télévisuel, et puis on s'est pris Goldorak, Candy, Albator, La Bataille des Planètes, Capitaine Flamme, Ulysse. Ça a été une déferlante en fait, et très rapidement, je pense que les jeunes de l'époque ont vachement adhéré à ce genre de narration qui était nouvelle. Et en fait, c'est devenu leur manière de voir les dessins animés très vite. On a été calibré pour regarder des dessins animés japonais. Donc, c'est vrai que c'est toute l'époque Récréa 2. Ça s'est après continué sur TF1 avec le Club Dorothée. Mais c'était la normalité de la manière de raconter des histoires presque au bout d'un moment, le dessin animé japonais. Et le manga, il est arrivé vraiment dans les années 90, donc plus tard, comme une sorte de… Moi, je dis souvent que c'est une petite réponse aussi que les éditeurs ont pu apporter au gouffre qu'il y a eu dans les années 90, une fois que le manga en version animée a été dégagé de la télévision, quoi. C'est comme ça aussi que
la révolte, la rébellion, la révolution manga a pu voir le jour dans les années 90 parce que, ouais, tu le disais tout à l'heure, je crois, hein, on était un peu marginalisé quand on aimait le manga. Hein. Aujourd'hui, on craint rien quand on dit qu'on aime ça, mais à cette époque-là, il y avait des émissions de télé pour nous taper sur le coin de la figure, pour dire qu'on était tous des otaku, voilà, qu'on était complètement en marge de la société. Et quand petit à petit on nous a dégagé de l'écran, enfin on a dégagé de l'écran les dessins animés qu'on aimait suivre et qui, au contraire d'être juste petites culottes et bastons, même s'il y en avait, c'était aussi des dessins animés qui véhiculaient tout plein de valeurs humaines qui, moi, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait apprendre ce que c'est que le courage, l'amitié, machin. Je serais jamais aussi courageux que les personnages que j'ai aimés comme héros, mais ça m'a appris des choses. J'ai vraiment grandi grâce à ça. Et c'est vrai que je pense, comme vous autres, j'aimais pas trop dans les années 90 quand on pouvait dire que c'était juste de la baston et des petites culottes, parce que les gens qui ne comprenaient pas et qui n'avaient pas découvert ça au travers de l'animation, jugeaient de loin et pouvaient s'inquiéter. Je peux comprendre aussi hein, qu'à cette époque-là, on pouvait s'inquiéter si on était parent, de voir son enfant de 7-8 ans regarder des têtes qui se faisaient exploser dans le cadre de survivants. Tout ça, je peux le comprendre, en étant moi-même parent. Mais je pense que ça aurait été bien, à ce moment-là, de discuter avec les enfants ou les ados de l'époque qui regardaient pour qu'ils puissent expliquer ce qu'ils trouvaient de bien dans ces dessins animés-là, parce qu'il y avait des choses qui étaient extraordinaires. Et quand vraiment, pour reboucler avec ce que tu disais, quand on a vu que les dessins animés ont été un petit peu censurés et sont partis de la télévision, je pense que c'est à ce moment-là que les éditeurs alors pas de DVD, mais de VHS à l'époque, ont commencé à pointer le bout de leur nez. Je pense à Kazé, je pense à d'autres comme ça, qui sont venus apporter des réponses aux fans de manga en disant, bah, écoutez, voilà, vous êtes plus à la télévision, mais on va vous apporter avec un marché de cassettes pour vous faire découvrir des dessins animés qui continuaient encore au Japon, parce que évidemment, au Japon, ça continuait avec les Évangélions, avec Escaflowne, etc., au milieu des années 90. Et de la même manière, le manga, même si on va y revenir, il y a eu Akira et Dragon Ball début des années 90, ça restait quand même relativement petit comme diffusion. Le manga est arrivé vraiment au milieu des années 90 avec différents éditeurs. On a parlé de Glénat, mais Kana est arrivé aussi, et il y en a d'autres. Vraiment comme une réponse au fait que, voilà, nous, on était là, on avait envie de manger du manga, on avait envie de découvrir tout ce qui existait parce qu'il y a plein de choses de très positives dedans. Et malheureusement, on n'avait plus ça à la télévision, comme c'était le cas depuis le début des années 80. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'était vraiment une réponse aussi par rapport à cette disparition télévisuelle. Ah bah clairement, quand les premiers labels vidéo qui sortent, hein, on se souvient nous les vieux, les cassettes vidéo de Lodos et tout ça, c'est là aussi pour combler un vide, c'est-à-dire que dans les années 90, on fait disparaître le Club Dorothée, les dessins animés japonais disparaissent de la télévision. Et bien tous ces gens comme toi et moi, Jérôme, qui sommes à la fin de l'adolescence dans les années 90, ben, ils sont un peu orphelins de cette forme de narration qu'ils ont adorée. Mais tout comme nos aînés dans les années 60 se retrouvaient du jour au lendemain sans super-héros parce que les super-héros Marvel avaient été censurés. Nous, on voulait ça, on voulait des héros adolescents, on voulait des histoires avec des personnages différents, une narration différente. Et c'est cet appel d'air qui a créé les labels vidéo dans lesquels tu as travaillé notamment. Et il y a une vraie soif de ça. Alors, je ne dis pas qu'on lit forcément des mangas toute sa vie, mais il y a un mode de narration dans le manga qui aujourd'hui a gagné les cœurs d'énormément de gens. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre, quoi. On en veut du manga. La preuve, c'est que ça continue à se vendre aujourd'hui. Et si ça se vend bien, et si ça se vend bien, c'est aussi parce que aujourd'hui, le manga, c'est multigénérationnel. C'est-à-dire que tu as dans ta boutique, Vincent, j'en suis sûr, des enfants qui viennent te demander des mangas style Pokémon ou Hero Academia. Mais en même temps, tu vas avoir des cinquantenaires, des grands-parents qui vont te demander le catalogue du Lézard Noir parce que ils en ont entendu parler dans des médias qui avant ne parlaient pas de manga, comme Télérama par exemple, ou des revues un peu littéraires comme Actualité ou des choses comme ça, et ils vont le manga aujourd'hui est multigénérationnel. Complètement. Il y a vraiment toutes les générations qui peuvent en lire. On parlait en tout cas d'animation. C'est vrai qu'il y a aussi une particularité dans le manga, c'est que beaucoup de mangas deviennent des dessins animés, des séries animées, des animés, en fait, on les appelle même directement.
Et donc, nous, on a eu à l'envers, comme tu le disais, Jérôme, d'abord les animés, le produit dérivé, pour ensuite avoir finalement le manga papier. Tu as légèrement renoué ça, toi, avec Albator. Je propose qu'on fasse une transition avec un trailer qui va nous montrer ta première bande dessinée de Captain Albator animée pour expliquer finalement cet album. Et pendant ce temps-là, tu vas en profiter, je l'annonce à tout le monde désormais, pour régler ta caméra sur une feuille de papier parce qu'on va te voir dessiner en direct, Jérôme, en même temps, effectivement, que tu répondras à nos questions. Et donc, on va lancer la vidéo. À toi, mon ami, qui voyage avec nous sur cette mer d'étoiles, à bord de l'Arcadia, notre vaisseau pirate. Tu serais triste de voir ce que la Terre est devenue. Une planète moribonde où l'homme a cessé de rêver en levant les yeux vers le ciel. Je suis le capitaine Albator. Et avec mon équipage, nous avons été déclarés hors la loi de l'espace et bannis de notre planète. Et pourtant, nous sommes les seuls à pouvoir empêcher l'invasion de la Terre par les mystérieuses sylvidres, des extraterrestres végétales venus du néant pour coloniser notre planète. Mais dans les profondeurs de l'Arctique, un danger encore plus grand sommeille depuis des millions d'années. Et il est sur le point de se réveiller. Embarqué dans une aventure inédite en bande dessinée, Capitaine Albator, mémoire de l'Arcadia, en juillet 2019, chez Kana Éditions. Et voilà, Capitaine Albator, effectivement, qu'on a pu redécouvrir aussi en bande dessinée désormais, une trilogie qui est terminée. Et j'aurais aimé justement que Jérôme, tu nous expliques un petit peu comment tu as pu travailler. Tu nous as parlé tout à l'heure, effectivement, de ton dossier que tu avais transmis, que Christelle Oulance des éditions Kana avait remis à Leiji Matsumoto. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Moi, quand je fais des demandes avec des éditeurs japonais, les éditeurs me disent « Oh là 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 là, il va falloir 3 mois d'attente pour une validation éventuelle et ça va être tout compliqué. » J'ai eu la chance aussi de rencontrer Leiji Matsumoto qui est venu à l'Ibari, à Annecy, pendant le festival du film d'animation. Il avait toute une cour avec lui. Il est extrêmement protégé. C'est une sorte de demi-dieu presque. Hein. Donc, on a l'impression effectivement que c'était facile. Je pense que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement inaccessible et pour cause. Hein, sinon, les demandes ne cesseraient plus. Et pourtant, toi, tu as réussi ce qui pourrait sembler être l'impossible, c'est d'accéder finalement avec ce projet à cette création qui a dû quand même, à mon avis, être pas mal surveillée. Mais je peux peut-être me tromper. Oui, bien sûr, surveillée. Alors du coup, oui, je vais attaquer un petit dessin en parallèle pour illustrer un petit peu. On va faire du Albator. J'espère que vous verrez bien au niveau de la luminosité. Si vous voyez bien les traits, ça va? Tout va bien? Pour le moment, c'est très bien. Bon, super. Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est vrai que ça s'est pas fait tout seul. Évidemment, je suis pas parti avec mon baluchon pour rencontrer Leiji Matsumoto. Il y a dans ce projet de mémoire de l'Arcadia plusieurs intervenants qui ont vraiment beaucoup d'importance. Évidemment, un projet comme ça, c'est une maison d'édition qui peut le mener. Et c'est vrai que pour plein de raisons, Kana, c'est la maison d'édition parfaite pour ça, puisqu'en fait, ils éditaient déjà le Capitaine Albator, donc la toute première BD de Leiji Matsumoto sur Albator, celle qui date de 77, Uchukaizoku Captain Harlock, qui est éditée au Japon chez Akita Shoten. Et en fait, à partir de 96 ou 97, si je me trompe pas, j'espère que je fais pas d'erreur, sinon Kana le corrigera. Kana a édité le manga de Leiji Matsumoto. Donc c'est vrai que travailler sur le Capitaine Albator avec Leiji Matsumoto et avec Kana avait vraiment du sens. Et puis on a parlé tout à l'heure, Kana c'était aussi une maison d'édition qui s'est battue dans les années 90 pour que le manga existe. Avec Albator, on vient de le dire, mais avec un autre manga que Grégoire, je ne te ferai pas l'affront de te présenter, qui est Senseiya. Et évidemment, ça a été la déferlante dans les années 90. Alors, Senseiya, pardon, c'est le nom japonais de ce que nous, on connaît sous le nom de Chevalier du Zodiaque. Absolument. Et donc, c'est vrai que cet éditeur-là a été particulièrement bien placé pour discuter avec Leiji Matsumoto. Et on a
on a travaillé en collaboration avec Matsumoto, mais aussi avec l'éditeur papier de Leiji Matsumoto au Japon, qui s'appelle Akita Shoten, comme je disais tout à l'heure. Et c'est par leur intermédiaire, en fait, que le projet a pu vraiment se développer. C'est vraiment un travail de ces 4 entités, quoi, hein, de l'auteur japonais, l'éditeur japonais, l'éditeur franco-belge et moi-même, quoi. Alors oui, ça a été particulièrement surveillé parce qu'évidemment, tu reprends pas une licence comme ça et tu en fais ce que tu veux. Il faut montrer que ce que tu vas faire est respectueux de l'œuvre originale, parce que c'est ça qui est vraiment très très important pour eux, quoi. Et tu disais tout à l'heure que voilà, on est surveillé, mais c'est normal parce que cette œuvre-là, c'est celle de Leiji Matsumoto et il est important qu'il puisse avoir les yeux sur chacune des créations que va englober ce projet-là, quoi. Donc oui, on a travaillé en très très étroite collaboration avec lui. Et donc, il a validé, évidemment, si ça existe aujourd'hui, il a validé ton travail. On voyait une photo de Leiji Matsumoto avec toi tout à l'heure, Ouais. voilà, qui apparaît désormais sur l'écran. Donc, on a vraiment été adoubé par le maître. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'était une super collaboration parce que tu disais tout à l'heure, ça peut être long pour les validations, les choses comme ça. Ben nous, bizarrement, c'est en effet ce qui nous avait été annoncé. Vous allez voir, ça va prendre du temps, etc. Et en fait, dans la pratique, les allers-retours avec Matsumoto Sensei étaient quand même relativement rapides, quoi, hein, quand on envoyait des choses à valider. Quasiment dans la semaine, on avait les réponses, quoi. On avait les réponses de Matsumoto et de Monsieur Kobayashi, qui est le directeur éditorial d'Akita Shoten, qui nous suivait à ce moment-là. Et oui, c'est allé très très vite. Je pense même qu'on peut dire que ça nous a un peu étonné, mais voilà, les retours étaient très positifs. Et je pense que ce qui leur a plu, je pense, dans le projet, c'est déjà le grand enthousiasme avec lequel l'éditeur franco-belge l'a défendu et l'a présenté au Japon. Mais après, lorsque les premières fournitures sont arrivées pour le Japon, que ce soit du scénar, du storyboard ou des planches finales, ils ont vite pu constater que le projet était réalisé vraiment avec l'objectif de notre côté de faire quelque chose de très très respectueux par rapport à l'œuvre originale, qu'on n'allait pas complètement dénaturer son œuvre. Et je pense que ça les a aussi beaucoup rassurés de voir qu'on était des vrais fans en fait de l'œuvre de Matsumoto et d'Albator en particulier, quoi. Et ben, en tout cas, oui, on voit que tu es fan, hein, parce que on voit le dessin apparaître sous nos yeux, c'est magnifique. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré dans les dédicaces quand il y a un auteur qui vient à la librairie, c'est de découvrir comment il démarre un dessin. Là, tu as commencé par le nez, l'œil, on voit petit à petit tout se révéler, et maintenant à l'aquarelle, carrément, c'est formidable. Ça tombe dans le côté un petit peu magique, hein, le dessin. Tu pars d'une feuille blanche, 5 minutes après, tu as un personnage qui vit sur. Oui, ça apparaît. Merci beaucoup pour ce cadeau de montrer de rien, effectivement ce dessin. C'est avec plaisir. Et puis, je peux t'assurer que moi, je suis derrière le papier et le crayon actuellement. Mais quand on est en dédicace, justement, ça arrive qu'on soit côte à côte avec d'autres dessinateurs. Et moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de dédicacer un album. Et puis, je tourne la tête à gauche et à droite pour regarder ce que font mes petits voisins. Et je reste complètement scotché parce que j'adore ce qu'ils font. Je me rends compte que la technique est différente que celle que j'utilise d'habitude, etc. Et des fois, je me rends compte que je m'arrête de dessiner pour regarder à côté. Oh pardon, excusez-moi, je finis votre dessin. Et ça reste magique même pour nous qui faisons ce métier-là, quoi. Donc j'imagine en effet quand tu es un fan et que tu viens rencontrer un auteur qui est un de tes artistes préférés, ça doit être vraiment un moment génial. Moi-même, j'ai connu ça avec Matsumoto, comme tu as vu en photo. Ça reste un moment magique de pouvoir échanger avec un auteur. Ouais, c'est des souvenirs qui peuvent marquer une vie, effectivement. Albator, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, c'est pas la première fois qu'il existe en bande dessinée en France. Je pense que tu savais que le groupe à qui appartient Kana d'Argo avait déjà édité une collection de bandes dessinées. C'était il y a une trentaine d'années, assez facilement désormais. C'était un collectif d'auteurs, le plus célèbre, on le connaît pour la série Percevant. Ouais.
C'était Philippe Absolument. Lugui qui dessinait ça, Absolument. entre autres. Absolument. Et donc, une série qui a complètement disparu des catalogues et qui renaît grâce à toi, effectivement, avec cette trilogie. Mais qui sera donc pas ta seule incursion dans le manga, puisque désormais, tu travailles sur le premier projet que tu voulais pour les éditions Kana. Donc, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, tu es en train de travailler là-dessus désormais, c'est Ouais, ça, tout à hein? fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'Albator a été le premier projet de cette collection-là, qui est une collection qui est à la base, hein, qui avait été créée un petit peu pour les trentenaires, quarantenaires qui avaient grandi dans les années 80, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, finalement, quand on a été en dédicace et qu'on a pu présenter Albator au grand public, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait différents types de publics, hein, et même les jeunes étaient assez intéressés par ça. Et c'est vrai que c'est une collection. C'est la collection Classics chez Kana. Et cette collection-là, eh bien, elle a pour but de mettre un petit coup de projecteur sur les dessins animés, on va dire, des années 80-90, pour leur donner pas une nouvelle jeunesse, parce qu'honnêtement, ils ont pas besoin de nous. Ils sont magnifiques et ils traversent le temps, même sans nous. Mais peut-être pour apporter une petite pierre supplémentaire à l'édifice, et surtout un format qui est différent. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du format du manga, de ses caractéristiques, etc. L'émission elle-même est sur le manga, et pourtant, je réalise ce projet-là dans un format qui n'est pas le format manga, mais qui est un format franco-belge, et qui est réellement très, très différent du format manga dans sa manière d'aborder la réalisation de la BD. On pourra en parler si tu veux après. Mais pour revenir vraiment à ta question, c'est vrai qu'il y a plusieurs licences qui étaient intéressantes pour ce projet de collection Classics. Et l'une d'entre elles, évidemment, c'est qui est très très ancré aussi à Kana, puisque c'est eux qui ont édité le manga original de son auteur dans les années 96-97, c'est Les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya. Donc je suis en train de faire un petit dessin d'un petit Seiyar, Seiyar en français, Seiya en japonais, évidemment, il s'appellera Seiya, je vous rassure. Commencez pas à m'envoyer des tomates parce que j'ai dit Seiyar. Mais oui, ce sera en effet le prochain projet sur lequel je travaille. Là, cette fois, c'est en collaboration toujours avec Akita Shoten au Japon, qui édite aujourd'hui pas mal de mangas, soit directement de Masami Kurumada, soit des spin-offs de Kurumada. Et on travaille évidemment avec lui-même, qui valide de la même manière que Matsumoto l'avait fait. Il va valider tout ce qu'on va lui envoyer, que ce soit du scénario, du storyboard ou bien des planches finales. Évidemment, tout passera entre ses mains. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'échanges qui ont été faits sur les premières choses qui ont été échangées. Même si je peux, évidemment, vous le comprendrez bien, pas trop parler du contenu de l'album pour le moment. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça arrive au moins? Oui, ça, on peut en parler. Je pense, il y a rien d'écrit dans le marbre, mais l'idée, c'est quand même de laisser l'année 2021 avec son gros titre de la collection Classics, qui est Goldorak, sur lequel une équipe avec Xavier Dorisson, Denis Bajram et d'autres personnes travaillent actuellement, qui va être vraiment la grosse sortie de la collection comics chez Kana, de la collection Classics chez Kana en fin d'année. Donc je pense qu'on va laisser passer cette année 2021 et puis me permettre de prendre un petit peu d'avance pour que, allez, on va croiser les doigts qu'il n'y ait plus de Covid pour que à la Japan Expo 2022, on puisse sortir le tome 1 de Saint Seiya, et peut-être, comme on l'avait fait sur Albator, avec 2 sorties des tomes 1 et 2 assez rapprochés, une deuxième sortie avant la fin de l'année 2022, avec peut-être le 2e tome un peu avant Noël. Voilà, aujourd'hui, c'est on va dire le planning qu'on s'est donné, même si évidemment ça dépend de beaucoup d'autres choses, et entre autres de la vitesse à laquelle je travaille. Et je suis beaucoup moins rapide sur Saint Seiya que ce que je l'étais sur Albator, parce qu'il y a beaucoup de choses à coloriser dans Saint Seiya que je n'avais pas à faire sur Albator, comme les reflets d'armure, les choses comme ça qui sont très gourmandes en temps. Et voilà. Donc a priori, ça devrait être pour juillet 2022 et peut-être novembre 2022 pour le tome 2. Très bien, très bien. Et pardon si tu l'as dit, ça sera une trilogie à nouveau? Non, ça je l'ai pas dit et je ne répondrai du coup pas à la question, mais en effet, ce sera une série sur plusieurs tomes. Mais pour le moment, le nombre exact n'est pas
n'est pas donné encore au public, même s'il est connu en interne et transmis Oui, oui, déjà évidemment. à Kurumada Sensei. Très bien, très bien. Tu veux pas nous faire le signe avec ta main, qu'on voit légèrement la main gauche, combien il y en aura? Non, Ça on y est, je dira te l'ai rien, fait, mais Kana. malheureusement, elle est hors champ. C'est ça qui est dommage. Oh, très bien. Très bien. En tout cas, encore merci déjà pour les dessins qui se révèlent encore sous nos yeux. Et on va parler maintenant un petit peu du lézard noir avec Stéphane Duval. Donc, le lézard noir, tu nous as un petit peu expliqué comment ta maison d'édition s'était construite, Stéphane. C'est une maison d'édition qui a eu en plus une des belles histoires. Hein. Elle est encore effectivement citée dans les prix d'Angoulême cette année. Elle avait eu même ce qui est, sauf erreur, jamais arrivé, le prix de la série à Angoulême. Est-ce que c'était déjà arrivé pour du manga? Je suis même pas sûr. Bon, les prix ont changé de nom, donc le prix de la série est arrivé assez tardivement en fait. Mais en tout cas, tu l'avais eu. Enfin, tu l'avais eu. C'était Chisakobe qui avait eu ce prix-là. C'était une tétralogie remarquable. Hein. D'ailleurs, je vous la conseille vraiment, du même auteur. Toujours au Lézard Noir, on trouve aussi Tokyo Kaido, qui est une série que j'adore. Vraiment une trilogie assez géniale, tant pour l'élégance que la portée psychologique un petit peu qu'on a dans ce titre-là, et une collaboration autour du travail de Wes Anderson aussi, toujours avec le même auteur, sur L'Île aux chiens. Des très 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 beaux albums. Je veux pas influencer les lecteurs et les spectateurs, mais vraiment lisez du Lézard Noir. D'ailleurs, pour l'anecdote, Stéphane, j'ai donc, comme je disais, fait tout un sondage sur les lecteurs de manga, et il y a eu 2 réponses qui ont été vraiment dithyrambiques en disant moi je ne lis que du Lézard Noir, je lis tout le Lézard Noir. Je voulais avoir noté la phrase, je l'ai pas noté finalement, mais on m'a même écrit après pour me remercier, féliciter d'avoir réussi à t'inviter dans cette programmation. Donc, on peut penser que tu es un petit peu en marge du marché du manga en France. En réalité, tu es un acteur extrêmement important pour beaucoup de lecteurs. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Pour certains lecteurs, je pense. Après, en termes de poids, c'est loin, on n'est pas encore entré dans le top 15. Ça veut dire qu'il y a quand même 15 très bons éditeurs devant nous. Mais oui, peut-être que le catalogue est un peu singulier parce que j'ai essayé au début d'éditer les choses qui, moi, me plaisaient et qui me ressemblaient. J'étais pas, comme je l'ai dit, un fan de manga à la base. Je suis de 70, donc un peu plus vieux que vous. Donc j'ai vu l'arrivée de Goldorak. J'avais piaillé à ma mère le Goldorak quand il est sorti, là, le grand format où on enlevait les haches et tout ça, qu'elle a dû mettre à la benne depuis parce que je ne le retrouve pas chez elle. Et puis, mais j'étais plus branché franco-belge en fait. Donc ce qui m'intéressait, c'était le franc, c'était Gilles Jourdan, c'était des choses comme ça. J'étais pas fasciné par tout ce qui est arrivé après. Alors bien sûr, j'ai regardé le Club Dorothée, mais j'étais plus branché musique en fait. Donc j'avais plus l'oreille rivée sur ce qui se passait outre-Manche que ce qui se passait au Japon. Donc l'intérêt du Japon, c'est venu tardivement, à peu près à 30 ans. Et effectivement, j'ai plutôt eu envie de publier des choses qui, moi, m'attiraient graphiquement. Alors, je ne parlais pas japonais, je ne le parle toujours pas. Donc, le départ de mes choix éditoriaux se font sur l'esthétique. Il faut que la ligne soit assez claire, il faut qu'il y ait aussi des thématiques urbaines. Parce que j'ai dirigé pendant 13 ans la maison d'architecture de Poitou-Charentes, que j'ai quitté il y a 3 ans. Et donc, j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est architecture, urbanisme, la ville. Et donc, je veux déjà qu'il y ait ces éléments graphiques dans les BD qui m'intéressent, et je veux qu'on parle d'humain. Comme je connais un peu la société japonaise, j'y vais depuis 20 ans, mon épouse est japonaise, donc, mais comme je parle pas, je trouve que le manga est un très bon moyen pour mieux appréhender une société dont les habitants se livrent peu. Comme le disait tout à l'heure Grégoire, le manga parle de quasiment tous les sujets. Et ça, c'est assez fascinant quand même, d'avoir toutes ces sous-catégories. Pour autant, au Lézard Noir, j'ai essayé de ne pas catégoriser. Alors au début, j'avais du mal à dire j'édite des mangas parce qu'il y a 15 ans, il y avait encore ce côté péjoratif. Quand on disait manga, il y avait ce côté bagarre dont on a parlé. Mais des éditeurs comme Cornelius, IMHO, Ego Comics ou même Atrabile, en publiant des mangas dans leur collection, ont contribué au fait que ce médium soit plus accepté par le grand public.
Et ce qui m'aurait intéressé, moi, c'est qu'il n'y ait même plus cette frontière entre manga et bande dessinée plus classique. Parce que des BD comme Shisakobe peuvent tout à fait avoir leur place et leur public dans un rayon de bande dessinée classique. Donc, j'ai toujours essayé de lutter contre cette sectorisation en librairie, qui me dérange un peu. Et après, le catalogue a évolué petit à petit. Effectivement, bon, c'est une entreprise, donc il faut aussi en vivre. Donc, j'ai commencé aux alentours de 2015 à me dire, bah tiens, si en fait je ne faisais plus que ça dans la vie. Et il y avait plein de séries que je voyais passer chez les uns et les autres, et je me suis dit, bah après tout, pourquoi je tenterais pas de les avoir? Et c'est ce qui s'est passé avec Shisakobe, puis la cantine de minuit, et ça a amené une deuxième vie en fait au Lézard Noir, un deuxième public. Et donc, ça a touché des gens qui, effectivement, ne lisaient pas de manga et pour certains même ne lisaient pas du tout de bande dessinée. C'était plutôt des gens quarantenaires, trentenaires, CSP+, qui connaissaient le Japon, qui avaient envie d'en apprendre un peu plus et qui se sont peut-être tournés vers le Lézard Noir à cause justement de Shisakobe et de la cantine de minuit, donc qui maintenant nous faut confiance sur le reste du choix. Et se pose toujours la question dont on parlait tout à l'heure, de ces catégories, sous-catégories. Moi, j'aime bien le josei, mais en même temps, j'ai pas envie de faire une collection josei à l'intérieur du Lézard Noir. Quand on a fait Le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura, s'est posé la question, est-ce qu'on essaye de le faire en plus petit format? Puis au final, non, on a dit on continue, c'est du Lézard Noir. Donc, c'est vrai que maintenant, peut-être que le catalogue est un peu plus éclaté, mais bon, pour autant, oui, je comprends qu'il intéresse des gens pour mieux appréhender cette société, en fait. Oui, tout à l'heure, tu disais que tu voulais pas forcément être considéré comme du manga pur. Euh, Forcément, tu en es, mais c'est vrai que je le disais en introduction, tu es aussi un peu une passerelle vers le roman graphique. Donc, le roman graphique, c'est une bande dessinée qui se démocratise de plus en plus. Et je pense que les auteurs de romans graphiques, pour beaucoup, sont initialement aussi des lecteurs de manga qui permettent effectivement une autre pagination. En France, on est habitué historiquement aux 46 pages cartonnées couleur, donc c'est le format Tintin, Astérix et toutes ces collections-là. Et puis d'un coup, on a explosé le nombre de pages avec le manga. Le roman graphique est un petit peu dans cette logique-là. Et à l'instar d'un Taniguchi, donc c'est auteur de Quartier lointain, du Sommet des dieux, des œuvres qui sont très très fortes, mais qui sont aussi souvent très représentatives, comme tu le dis, du Japon. Casterman a été très important aussi pour l'arrivée de cet auteur-là. Le Sommet des dieux, c'est chez Kana aussi, qui décidément est un éditeur qui est sur tous les fronts. Et donc c'est vrai que toi, tu es un petit peu, à l'instar de Taniguchi, sur cette passerelle où on a envie de lire du manga, mais on est plutôt culturellement habitué à la bande dessinée, voire à la littérature. Et effectivement, des titres comme Chisakobe sur lequel on revenait, et même la cantine de minuit. Et la cantine de minuit, c'est formidable. C'est des scénettes, mais c'est vraiment sur la culture du Japon. Nous, on n'a pas d'équivalent véritablement en France de ces cantines de minuit. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu le principe de ce que c'est. Ah bah, comme les gens mangent, ont assez peu de temps et habitent souvent très loin de leur lieu de travail, il y a des petites gargotes pour manger un peu partout au Japon. Et là, ça raconte l'histoire d'une gargote qui ouvre de minuit à 6 heures du matin et se trouve un petit peu tout le monde interlope du quartier de Shinjuku, Kabukicho. Donc, on va y trouver des travestis, yakuza, des femmes esselées. Oui, c'est une population assez étonnante qu'on va voir effectivement défiler. On retrouve autour d'un plat. Donc, une histoire se déroule autour d'un plat, ça fait une dizaine de pages. Donc, c'est vrai que pour présenter ce manga en France, on m'a toujours dit les mangas de cuisine, ça marche pas. Mais la cantine de minuit, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent dans celui-ci, qu'on ne parlait pas que de cuisine. Donc, il a fallu négocier avec l'éditeur de pouvoir changer aussi la couverture. Au Japon, c'est présenté avec des plats. Ici, j'ai voulu mettre de l'humain, un petit peu comme pour Le Vagabond de Tokyo. Que ces personnages interpellent la personne qui va voir la couverture en se disant, tiens, qu'est-ce que ces gens ont à nous raconter? Donc, ça parle plus d'humain, en fait, que de cuisine, au final. Bah, c'est ça, cette population nocturne qui est une population un peu étonnante, qui finalement se met
tout au même rang autour de ces plats, mais chacun avec leur particularité. C'est extrêmement attachant. Ça donne faim, par contre, hein. Ah ouais. Attention à quel moment vous le lisez, mais c'est effectivement une très très belle collection. Je crois même que ça passe sur Netflix désormais. J'ai pas vu, hein. Moi je l'ai que lu. Qui s'appelle Midnight Dinner Tokyo Stories. Il y a plusieurs films, c'est un gros succès au Japon. Il y a des adaptations aussi en Corée, je crois. Taïwan a fait son adaptation aussi, avec leurs acteurs. Est-ce que là tu as des projets sur lesquels tu es en train de te battre en ce moment? Bah, il y a une grosse bagarre parce qu'il y a presque un nouvel entrant sur le marché tous les 15 jours. Donc, c'est bien sûr. Mais ça ressemble un petit peu à quand nous on s'est lancé. On s'est lancé au début des années 2000. Il y avait énormément d'éditeurs qui faisaient du manga, des gros éditeurs, Le Seuil, j'ai lu, qui sont passés. Donc voilà, il faut. Je pense que c'est difficile de se lancer sur le marché en ce moment, puisque des éditeurs se lancent visiblement avec de gros moyens et arrivent à récupérer des licences, parfois même en se lançant au nez à la barbe d'autres. Donc c'est assez étonnant. Et tu arrives un petit peu plus facilement désormais à signer des contrats, à signer des exclusivités? Moi, il y a, Tu par t'es exemple, fait un nom auprès des éditeurs japonais? oui, on s'est fait un nom, on est un peu plus crédible auprès de certains du fait d'avoir eu quelques prix, mais on est souvent quand même sur What is your best offer? Et je sais pas, pour certains titres, je me dis que j'ai pas envie de perdre de l'argent, donc je préfère ne pas monter sur les offres. Et pour d'autres, je sais que je suis capable de me dire, pour garder cet auteur, je suis prêt à mettre une grosse offre. Mais il y a encore des gros éditeurs japonais qui sont pas intéressés pour travailler avec nous. Parce que ça leur apporte rien de spécial, parce que. Mais après, comme on fait assez peu de titres et de séries à l'année, on est à peu près à 40 bouquins maintenant par an, avec 5-6 séries en cours. J'ai pas besoin d'en trouver énormément, en fait. Oui, tu as déjà effectivement Faut essayer un peu de trouver. matière devant toi. Ouais, il y a un petit peu de matière. Bon, on a à peu près 2 ans si on voulait. On pourrait ne rien signer pendant 2 ans, mais c'est pas l'objectif. Mais c'est vrai que les places sont chères, hein. Grégoire pourrait le confirmer. En ce moment, c'est un peu la bagarre. On y arrive quand même. Bah oui, la preuve, tu as vraiment des très belles collections. Donc voilà, encore bravo une fois de plus pour ce très beau Comme j'essaie catalogue. aussi de faire un catalogue d'auteurs, ce qui me vexe le plus, c'est quand un auteur que je travaille est vendu chez quelqu'un d'autre. Ça me rend fou. Ça a tendance. Ben oui, mais tu es impliqué personnellement dans tous ces projets-là. Il y a de l'émotion aussi forcément qui se crée. Si je peux me permettre pour te consoler un peu, sache que très rares sont les auteurs qui savent que leur manga a été signé avant qu'il soit signé. Hein. Oui, donc c'est pas contre toi, Stéphane. Non, bien sûr. Ouais. Non, mais il y a pas de dans le manga, il y a peut-être un peu plus dans la BD, pas ce gentleman agreement, mais le fait, les gens sont moins gênés d'aller faire des offres sur des auteurs qui sont publiés chez d'autres. Quand on a fait Nous Kamimura, j'en ai parlé à Christelle Oulance de Kana avant. Je lui ai dit, voilà, ce titre-là m'intéresserait. Est-ce que toi, tu le ferais? On en avait parlé ensemble et on s'était dit qu'on ferait ce Kamimura parce qu'eux ne voulaient pas le faire. Et je lui ai quand même demandé pas son avis. Oui, c'était plutôt eux qui avaient Kamimura au catalogue, effectivement. Exactement, ouais. Très bien, très bien, très bien. En tout cas, justement, tous ces titres-là, je disais un peu passerelle, bande dessinée, manga, avec un format plutôt roman graphique. Est-ce qu'on peut considérer que le manga a quand même bouleversé un petit peu la culture de la bande dessinée en France? Les formats ont été complètement changés, les habitudes de lecture ont été complètement modifiées. Est-ce qu'on peut imaginer que les éditeurs franco-belges et les auteurs aussi finalement ont un petit peu appris du manga? Est-ce que vous avez un avis un peu là-dessus? Vous pensez que le manga a influencé la bande dessinée? Oui, énormément. Tout simplement parce que, enfin, de manière froide et mathématique, j'ai envie de dire oui. Parce que entre Goldorak, qui à l'époque de sa diffusion en France faisait 99% d'audimat, et le Club Dorothée avec ses dessins animés japonais
qui avait plus de 80% de part de marché sur les enfants. Oui, tous les adultes aujourd'hui qui sont âgés entre, on va dire, 30 et 55 ans ont vu un dessin animé japonais dans leur vie et en ont au moins aimé un, c'est mathématique. Donc parmi ces gens-là, il y a forcément des artistes, et donc des artistes qui ont été influencés de manière directe ou indirecte, parce que depuis leur petite enfance, ils ont été exposés à une certaine forme de narration, une certaine forme de représentation graphique. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, le manga a énormément influencé les artistes d'aujourd'hui qui dessinent de la BD. Alors, ça ne veut pas dire, je vais caricaturer, mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, toutes les BD, c'est des filles avec des grands yeux et des cheveux violets. C'est pas ça que je veux dire. C'est l'influence du manga sur la BD d'aujourd'hui. Ça va pas être que quelque chose de graphique. Ça peut être aussi tout simplement des choix de narration, des choix de public aussi. On l'a vu, hein, la BD pour les adolescents, avant, c'était pas évident. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de titres BD pour les adolescents et les adolescentes. Donc, rien que ça, je pense que ça vient aussi de l'évidence qu'a pointé le manga dans le manque d'offres éditoriales sur le secteur adolescent. Oui, on dit que les adolescents ne lisent plus, mais en réalité, faux. le manga Ouais, est là très présent, et le lectorat adolescent est un peu l'enjeu, le rêve, le Saint Graal actuellement des éditeurs de bande dessinée qui cherchent, avec ce qu'on appelle le young adulte aussi, à atteindre finalement ce public-là. Le cœur de cible du manga, c'est pas forcément ceux qui ont le plus gros pouvoir d'achat, mais c'est ceux qui vont le plus se mobiliser en masse. C'est vraiment les 12-25. Tout à fait. Et après, ça peut être effectivement assez boulimique. Dans mes sondages, j'avais quand même 15% des personnes qui répondaient qui possédaient plus de 1000 mangas chez eux. Donc, ça, c'est 15%, mais j'en avais 31% qui en possédaient entre 300 et 500. Hein. Donc, on est sur des lecteurs assez boulimiques. C'est vrai qu'une fois qu'on commence, c'est difficile de s'arrêter. Jérôme, toi-même, t'en as beaucoup ou pas? Oui, alors bizarrement, j'en ai beaucoup en japonais parce que comme j'ai commencé début des années 90, il y avait malheureusement très peu d'éditeurs français. Donc, si je te dirige la caméra sur le côté là et que j'ouvre mes armoires à côté, tu verras en fait tous les mangas des années 80-90, je les ai mais en version japonaise. Donc, pour lire, c'est un peu compliqué parce que moi, je sais pas lire le japonais, contrairement à beaucoup d'entre vous. Mais oui, j'en ai beaucoup à la maison, et puis j'ai transmis ça aussi évidemment à la génération d'en dessous. Hein. Mes enfants sont aussi lecteurs de mangas, certains plus que d'autres, mais tu disais un truc qui était très vrai tout à l'heure. Tu disais que les artistes d'aujourd'hui, ils ont baigné en effet dans la narration. On dit manga, ça englobe l'animé hein, quand on dit manga, du coup, pour notre discours. Et c'est vrai que on a grandi avec ça. Malgré tout, dans les années 90, quand on essayait de percer dans la BD ou de proposer des dossiers BD, on se rendait compte que côté éditeur, on avait souvent des refus, parfois même au niveau des auteurs qui parrainaient un petit peu notre démarche. Ils disaient beaucoup, ah non, mais ça c'est du japonais, ça c'est pas intéressant, nous on n'édite pas ce genre de choses, etc. Et c'est vrai que les mentalités ont beaucoup évolué, et tu disais que les auteurs d'aujourd'hui étaient les enfants des années Club Dorothée, etc. Mais pas que les auteurs, les lecteurs, bien évidemment, mais aussi les libraires. Et tous les gens et les éditeurs aussi, finalement. Et les éditeurs, et tous ceux qui vont faire les critiques aussi de tout ce genre de choses qui démolissaient Evangelion et qui aujourd'hui le portent au nu. Donc, c'est toute la mentalité par rapport au manga a beaucoup évolué. Moi, je me souviens quand je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais, si je faisais du manga ou de la BD franco-belge, alors que j'étais plutôt attiré par la BD franco-belge, par la couleur. Mais j'ai regardé un petit peu ce qui existait, puis je suis tombé sur un sillage et je me suis dit, ok, très bien. Là, on voit clairement l'influence manga. On voit clairement qu'il y a un petit peu de gun saupoudré d'autres petits ingrédients. Et ouais, tu te dis, finalement, le manga peut avoir sa place aussi en rayonnage franco-belge. Tu vois, parce qu'enfin, en termes comme disait Grégoire, c'est très juste ce que tu disais. C'est pas pour autant que les personnages, ils ont des grands yeux et des cheveux violets, mais pour autant, tu retrouves une petite technique, une manière de dessiner assez particulière au Japon, dans pas mal d'auteurs qui aujourd'hui sont des blockbusters. Je vais t'en citer quelques-uns, mais
ceux qui m'ont ouvert les portes chez Delcourt, c'est mes parrains et amis que sont Patrick Sobral, Patricia Lifung, Philippe Ogaki, ces gens qui ont montré que finalement on pouvait faire de la BD franco-belge avec un style japonais et cartonner et trouver son public et tirer la maison d'édition vers le haut, etc., etc. On rajoute plein d'autres, hein, Philippe Cardona et Florence. Enfin, il y a toute une palanquée. Désolé si je les oublie, mais toute cette génération-là, elle est issue de ces années Club Dorothée et elle œuvre sur des formats qui sont des formats franco-belges. Et je pense vraiment que la mondialisation, le fait qu'aujourd'hui on importe facilement du manga ou du comics fait que finalement les barrières qu'il pouvait y avoir dans les années 80 avec c'est du manga, c'est du comics ou c'est du franco-belge, ben, elles se sont effondrées avec le temps. Et aujourd'hui, tout le monde se nourrit de tout. Et voilà, c'est comme ça et je trouve ça très bien. Et je suis très heureux de voir que des petits Frenchies qui sont très talentueux, pour ne citer par exemple que Tony Valente, aujourd'hui cartonne et vend des milliers et des milliers d'albums au Japon avec Radiant, entre autres. Et je trouve ça super. Je trouve ça super parce que voilà, les barrières sont tombées et tant mieux. Les barrières sont tombées dans l'autre sens aussi, puisque les mangaka sont aussi très influencés pour certains par la bande dessinée américaine ou franco-belge. Ça, bon, évidemment, depuis Taniguchi ou Maruo dit aussi qu'il est très influencé par des gens comme Bilal et autres. Et si on prend Shinzo Kego, sa venue à Angoulême quand on l'avait invité pour Tokyo Allen Brothers, il était vraiment tourné sur la jeune création contemporaine française. Et tout ça a influencé un manga comme Mauvaise Herbe. Ou si on prend un autre de mes auteurs, Tsushika Nishimura, lui, il est influencé par Tove Jansson qui a fait Les Moumines. On voit le même petit trait, les petits traits tout fins. Donc, ce dialogue n'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas. Après, il y a ce dialogue, il y a cette influence, mais il y a aussi des caractérisations des formats qui, eux, clairement, vont rester tels quels comme ils le sont aujourd'hui. Je ne vois pas les BD franco-belges d'un coup pouvoir faire comme les mangas avec des sorties où tu sais pas finalement quand ça démarre jusqu'où ça va aller. Je trouve que le format, par exemple, franco-belge de 46 planches a des contraintes qui sont, pour moi, enfin, en tant qu'auteur, je le ressens comme ça, qui sont pas du tout les mêmes que celles que peuvent avoir les mangaka qui font 14, 16 pages ou 18 pages par semaine. Le simple fait de faire du cliffhanger à la fin de chaque page, rien que cette notion-là ou des grandes images sur une double page, comme tu peux en voir beaucoup dans des mangas de shonen, enfin de shonen entre autres, où il y a des combats, etc. C'est des choses qui sont plus difficiles à transposer après quand tu le fais en format franco-belge, parce que tu ne peux pas te permettre toutes les 5 ou 10 doubles pages de faire péter une grande double page, sinon il reste plus grand chose à lire dans ton album. Donc il y a plein de contraintes comme ça qui sont vraiment liées au format de chacune de ces familles. Mais par contre, les influences et les manières de dessiner, les manières de cadrer, les manières ouais, il y a plein de petites choses, même la dynamique, la manière de positionner les cases les unes par rapport aux autres, même par-dessus les autres, avec des cases à bord perdu, etc. Tu voyais assez peu ça finalement dans les BD franco-belges des années 70-80. Et aujourd'hui, tu prends tellement de comics et de mangas dans la figure quand tu fais du franco-belge que tu intègres tout ça. Et tant mieux si en plus il peut y avoir cet effet, comme tu disais Stéphane, dans l'autre sens, et que les auteurs de manga sont influencés par ça. Pour revenir juste à Leiji Matsumoto dont on parlait tout à l'heure, avec qui j'ai la chance d'avoir fait Mémoire de l'Arcadia, il disait que après la guerre, il avait récupéré tout ce qu'il pouvait trouver, les comics que les Américains jetaient par terre, etc. Il s'était nourri de ça. Et très rapidement aussi, il avait essayé de voyager pour aller justement en Europe et aux États-Unis pour voir quelles étaient les techniques de dessin. Donc, on n'est pas du tout à la mondialisation d'aujourd'hui. On était à une époque plutôt lointaine où les voyages étaient quand même beaucoup moins faciles qu'aujourd'hui, ou du moins l'accès à la culture différente était moins facile qu'aujourd'hui. Et malgré tout, ils avaient déjà à cette époque-là une soif de découvrir les autres cultures graphiques et artistiques. Et ça, c'est super. Et je trouve ça génial qu'aujourd'hui, on puisse le faire encore plus simplement et qu'on puisse l'intégrer dans nos propres œuvres. C'est pas un gros mot d'être influencé.
comme tu l'as dit, les artistes japonais, après la Seconde Guerre mondiale, sont très influencés par Disney. Et Osamu Tezuka lui-même a dit dans une interview, dans les années 80, Osamu Tezuka a emmené quelques potes avec lui, notamment Monkey Punch, le dessinateur de Lupin the Third. Ils sont partis à plusieurs, ils allaient régulièrement à la Comic-Con aux États-Unis, before it was cool, j'ai envie de dire, avant qu'il y ait tous ces gens qui soient en cosplay avec le trailer des nouveaux films Marvel et tout. C'est vraiment, ils allaient à la Comic-Con dans les années 75-80. Et lors d'une interview, justement, Osamu Tezuka, on remarque que dans les années 40 et 50, il lisait pas mal de comics de super-héros, et notamment, il y avait deux personnages qui le fascinaient. C'était le Joker de Batman, mais son personnage préféré, c'était le Captain Marvel, le vrai Captain Marvel, qu'on appelle Shazam aujourd'hui, hein, le gros balèze rouge et or. C'est un personnage qui a beaucoup compté pour ce principe justement de l'enfant qui se transforme en super-héros. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué Osamu Tezuka. Donc ça veut dire que par rebond, vu qu'Osamu Tezuka a été un peu le fondateur du manga moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce que par rebond, on peut dire que Captain Marvel a influencé tout le manga jusqu'à la fin des années 90 ? Je tire un peu sur la corde, mais c'est pour dire que voilà, l'influence, c'est pas un gros mot. Tout le monde a été influencé par quelque chose. Et je pense que c'est même une chance actuellement, pardon Jérôme, c'est la chance qu'on a en France, qui est un pays qui culturellement est quand même fan de bande dessinée, mais très ouvert donc au manga aussi. On l'a découvert, comme on disait, il y a quelques années en animation, et désormais ça prend une place gigantesque sur le marché de la bande dessinée. C'est 40% quand même que représente le manga, le comics aussi qui arrive. Et effectivement, tout ça, comme tu dis, c'est pas un gros mot, l'influence que ça peut avoir sur la production. On a de plus en plus une bande dessinée, peut-être une bande dessinée, alors au sens mondial du terme, le 9e art, qui finalement se fusionnent des uns et des autres. Jérôme, tu parlais du Goldorak qui arrive. On a des auteurs comme Denis Bajram ou Brice Cossu qui sont derrière, qui eux-mêmes, effectivement, dans leur dessin, on retrouve des codes du manga, des codes du comics, des codes de la bande dessinée, et finalement, il y a peut-être moins ces barrières, et on a de plus en plus de possibilités d'exister par la narration de l'art séquentiel qu'offre la bande dessinée, mais en enlevant aussi un petit peu ces paginations, ces codes assez fermés. En manga, effectivement, ce qu'on peut raconter sur 20 pages dans une scène d'action, 146 pages couleur en bande dessinée, il faut que ça tienne en 3 cases. Évidemment, en s'étant pas pareil, ça donne pas le même résultat, ça crée pas les mêmes excitations et les mêmes émotions. Donc c'est vrai que le fait que ça se démocratise, ça peut peut-être ouvrir des nouvelles portes. Moi, personnellement, si on veut qu'il y ait du cliffhanger, si on veut des grandes séries, c'est principalement un problème de budget. Toi, tu penses que c'est le premier problème? C'est pas un problème de créativité, c'est un problème de capacité finalement budgétaire? De créativité, parce que au Japon, ce sont des équipes, il y a un tanto, il y a un pool de scénaristes peut-être, il y a des assistants, il y a tout ça. Si des gros éditeurs se lançaient avec des gros budgets, ils seraient capables de le faire. Peut-être comme Radiant a réussi à le faire, ou d'autres. Je ne sais plus quelle est la série qui était chez Casterman, qui ont réussi à faire des choses qui se rapprochent du manga. Last Man, tu voulais dire? Last Man, voilà. Nous, on a fait un test avec Eldo Yoshimizu et un auteur français. On a fait un crossover. On s'est dit, est-ce qu'on le fait en petit format, en grand format, en moyen format? Mais on s'est rendu compte que en payant modestement les planches à un auteur, ce qu'on allait faire sur un 250 pages avec le découpage japonais très cassé, avec des doubles planches, justement, quand on arrive à des fins de chapitre ou début de chapitre, il nous faudrait quasiment 5 volumes pour faire ce qu'on a fait en 256 pages. Donc, on passe à côté de choses. C'est un exercice compliqué, mais je pense qu'on y arrivera petit à petit. Le manga, lui, déjà, se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires au Japon, à des dizaines ou des centaines de milliers d'exemplaires dans le reste du monde. Donc, les budgets ne sont pas les mêmes. Peut-être que quand la bande dessinée française s'exportera comme s'exporte Last Man ou Radiant, peut-être qu'on aura plus de projets de cette envergure. Donc on a peut-être des choses effectivement à apprendre du modèle japonais sur comment ils réfléchissent éditorialement, commercialement. Je disais qu'en 2019, le chiffre d'affaires du manga représentait quand même 1 milliard d'euros au Japon. C'est complètement fou la dimension que ça peut prendre. Et c'est vrai que je pense que ça doit faire rêver quelques éditeurs en France dits de franco-belges. Et
justement, des lecteurs de franco-belge, on va finir là-dessus. Beaucoup disent, moi, je lis que de la BD, je lis pas de manga. Je serais quand même curieux d'avoir un petit peu vos conseils manga pour ceux qui pensent ne pas aimer ça, pour ceux qui pensent ne pas être fait pour ça. Est-ce que vous avez des titres un petit peu à conseiller? Alors, je peux peut-être commencer si vous Je voulez. t'en prie, Jérôme. Écoute, moi, il y en a deux qui m'ont. Je les cite toujours parce que c'est les deux que j'ai découverts au tout début, alors qu'il y avait déjà la déferlante des dessins animés, mais en l'occurrence, je considère que c'est des mangas parce que il n'y avait pas l'équivalent télévisuel à ce moment-là. C'était pas un dessin animé que je découvrais en manga après coup. Ben, c'est Gun, courant des années 90, qui était absolument génial. On avait cyberpunk à souhait, de la robotique. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une certaine influence de Gun dans les premières BD franco-belges typées animées ou typées manga qui ont pu voir le jour fin des années 90. Et puis ben, le premier qui est arrivé, chronologiquement parlant, si je me trompe pas, hein, peut-être que je commets une erreur, mais il me semble que c'est bien le premier, fin des années 80, tout début années 90. J'avais une petite quinzaine d'années à cette époque-là, chez Glénat, et c'était Akira, dans un format qui était d'ailleurs un format presque comics. C'était pas celle-là, justement, celle-là, c'est la Ça, c'est version l'actuel. éditée, vraiment, voilà, qui respecte en effet et le sens de lecture, et le noir et blanc, etc. Et même les pages couleurs peintes à l'époque, les quelques pages couleurs au début de chacun des 5 gros chapitres. Mais voilà, on l'avait découvert en version colorisée. Je pense que c'était même colorisé par les Américains, je pense. Et c'était Non, incroyable. c'était un Français. C'est un Français, d'accord. Ben, alors, désolé, excusez-moi. Mais du coup, j'ai découvert ça, je suis tombé à genoux, quoi. Et c'était très rigolo parce que j'achetais les reliés, en fait, les gros reliés de Glénat, où il y avait en fait 3 comics à l'intérieur, donc grosso modo du 200 pages, on va dire à peu près. Et, je me souviens, j'étais en première ou en terminale, et j'amenais ça pour bouquiner à l'école. Et très rapidement, des copains et des copines ont commencé à s'y intéresser. Je leur ai expliqué que c'était du manga, alors ils ne savaient pas ce que c'était, ils connaissaient les dessins animés japonais, mais à cette époque-là, on n'aimait pas trop dire qu'on les regardait, donc ça restait quand même relativement marginal. Et je leur disais, mais allez-y, prenez-le, lisez-le, vous allez voir, c'est génial, quoi. Et très rapidement, je suis devenu une sorte de médiathèque ambulante où tous les jours, je ramenais mes 7 ou 8 tomes de Glénat, d'Akira. Et puis, j'avais un listing comme ça des élèves de la classe que j'avais photocopié sur le cahier d'appel. Et puis, je disais alors, Karine, tu me rends le 2 et je te donne le 3. Jérémy, tu prends le 4, etc. Et c'était incroyable parce que je me suis rendu compte ce jour-là que je n'étais pas le seul à aimer Akira en l'occurrence, mais surtout, je pense que c'était la manière de lire qui était totalement nouvelle. Il y avait un cadrage extrêmement dynamique, extrêmement cinématographique, des choses qui seraient difficiles de faire, je trouve, en franco-belge, de le transposer comme ça en franco-belge, et ça marchait incroyablement bien. Et je trouve que encore aujourd'hui, Akira, c'est un bon moyen de mettre un pied dans le manga papier. Voilà, c'est mon avis. Très bien. Stéphane, est-ce que toi, tu as des petits conseils coup de cœur? Tu disais que tu étais à l'origine plutôt lecteur de Gilles Jourdan. C'est pas très original, mais Akira aussi, parce que je lisais, comment ça s'appelle, Météo Hurlant quand j'étais ado. Et en fait, Akira faisait un peu le pont entre ce que faisait Moebius avec l'Incal et le Japon. Bon, après, bien sûr, bon, c'est pas très fair-play, mais le Shisakobe, la cantine de minuit, parce que c'est le type même de livre qui trouve son public chez des gens qui lisent pas de manga. Tout à fait, je confirme. Je confirme, j'ai beaucoup de lecteurs qui sont mis au manga grâce à des titres comme celui-là. Je parlais de Taniguchi tout à l'heure, mais ça fait partie aussi effectivement des titres référents. Ouais. Et les gens font plus cette réflexion du « Ah, mais ça se lit dans l'autre sens ». Ça y est, maintenant c'est parti, cette histoire de sens de lecture. On s'y fait. En plus, en 4 pages, on se rend même plus compte qu'on lit dans l'autre sens. Hein. Maintenant, j'ai essayé de lire un Tintin l'autre jour et je l'ai lu dans l'autre sens. Enfin, dans l'autre sens. Je lisais les cases dans… Ça fait nit-nit, c'est bizarre. Ouais. Ouais. Très bien. Et Grégoire, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller?
Alors, moi, je vais vous conseiller deux titres de mon catalogue, hein, puisque je suis un vendeur de soupe. Le premier, donc pour les gens qui connaissent pas trop les mangas, qui ont envie de tester et d'essayer. Pour les adultes, je conseille toujours Les vacances de Jésus et Bouddha. Parce que voilà, enfin, déjà le principe de base du manga, tout le monde peut le comprendre. Voilà, après 2000 ans à s'être occupé de l'humanité, Jésus et Bouddha décident de prendre des vacances et ils descendent sur Terre. Donc ça fait 2000 ans qu'ils sont pas descendus sur Terre, donc là ils vont prendre un petit appart dans la banlieue de Tokyo et ils vont découvrir l'humanité moderne. Donc Jésus va découvrir les jeux vidéo en ligne, donc il va devenir un pro des MMORPG. Bouddha va découvrir le manga sur Bouddha de Tezuka, donc il va dire mais c'est génial, pourquoi on n'y a pas pensé avant, c'est vachement mieux pour fédérer les gens, et donc il va leur arriver plein d'aventures évidemment parce ils ont leur super pouvoir de divinité. Et donc par exemple Bouddha quand il dit ah j'ai faim, d'un seul coup hop tous les animaux viennent se jeter dans sa casserole pour se sacrifier, donc il dit non mais c'est bon, vous inquiétez pas, je vais me faire à manger. Pareil, Jésus, ils vont à la piscine, bah, il peut pas rentrer dans l'eau parce qu'il marche sur l'eau, donc on se rend compte qu'en fait il a jamais mis la tête sous l'eau. Enfin il y a plein d'histoires comme ça qui sont assez marrantes. Il y a d'autres personnages évidemment qui interviennent. Il y a des archanges, il y a des personnages historiques. Il y a Marie, la mère de Jésus. Il y a Mahala, le démon bouddhique qui vient essayer de tenter Bouddha. Enfin, c'est très drôle, c'est hyper référencé. Hein, donc, mais voilà, je pense on sait un petit peu tous. Comment ça se passe dans la Bible. Il y a de quoi rigoler sans avoir de culture manga, mais plutôt une culture chrétienne et puis des rudiments de bouddhisme, et ça passe très bien. Et puis surtout, l'humour est assez universel parce que ça vient vraiment de ce côté un peu lettre persane où on a des personnages décalés qui vont critiquer un petit peu les travers de notre société de par leur regard de vieux sages d'il y a 2000 ans. Et je voulais aussi, si j'ai le temps, si tu me le permets, conseiller un deuxième livre. Là, c'est vraiment pour toute la famille. C'est Yotsuba. Alors Yotsuba, je vais le résumer très rapidement. C'est le petit Nicolas en manga. Donc voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui a entre 5 et 6 ans et on découvre le monde à travers ses yeux. Donc, par exemple, la visite au magasin de vélo, ça devient d'un seul coup une aventure absolument extraordinaire. Voilà, les voisines qui font des tours de magie, c'est incroyable. Il y a une des histoires les plus populaires qui a déchaîné comment dire, une vague déferlante de goodies au Japon. C'est quand en fait sa voisine, pour un projet à l'école, elle fabrique un robot en carton qui s'appelle Cartox, et donc la petite fille croit qu'il est vivant. Donc c'est des histoires absolument extraordinaires où elle part à l'aventure avec le robot en carton, et voilà, c'est complètement charmant. Et c'est pareil, très facile à lire parce que absolument pas référencé en quoi que ce soit. Eh ben, merci à vous pour cette très très belle sélection. Ça donne très envie de lire. Donc du coup, on va s'arrêter hein, parce que on va aller lire un petit peu tout ça. Moi, je me permets juste un petit coup de cœur personnel pour un auteur que j'aime vraiment très fort qui s'appelle Naoki Urasawa. On le connaît pour des séries comme Monsters, comme Pluto qui était en hommage en plus à Tezuka et à Astro le Robot, et sa série que j'aime le plus, Billy Bat aussi, sa série que j'aime le plus, c'est 20th Century Boys, que je trouve d'une richesse extraordinaire dans l'écriture, dans la narration. C'est une série qui va se passer sur 3 époques, qui est complexe, avec des personnages qu'on va retrouver donc à différentes périodes de leur propre vie, et pourtant on rentre dedans avec une telle facilité. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup cet auteur, c'est qu'il n'hésite pas à aller très loin dans le récit, mais avec une telle capacité de narration qu'on ne s'y perd jamais. Et voilà, ça fait partie aussi des titres que j'ai notés comme étant un petit peu passerelle aussi sur un lectorat qui va aimer l'intrigue, le suspense et le polar. Et pour tous ceux qui aiment Yotsuba, n'oubliez pas Une sacrée mamie, prochainement rééditée. Ça fait partie aussi de ces séries, on va dire feel good, qui vont venir enfin. Ça a été chez Delcourt Akata qui va nous sortir une belle édition, effectivement, dans l'année. Un grand merci à tous pour votre participation. J'espère que vous y avez pris du plaisir. J'espère que pour ceux qui ont regardé cette émission, vous avez aussi appris plein de choses. Vous n'êtes pas ennuyés. Il va être temps d'aller manger. Et on a faim. Et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. On retrouve demain la dernière visioconférence
de Sevrier BD. C'est à nouveau moi qui l'anime. Ça sera dédié à la bande dessinée érotique qui est aussi en train de se transformer beaucoup dans le paysage éditorial actuel. On recevra Anne Hautecoeur, qui est la directrice des éditions La Musardine, Céline Tran, qui est co-directrice de la collection Pan Pop chez Glénat, et Jean-Louis Tripp, qu'on connaît pour beaucoup d'excellentes bandes dessinées, mais dernièrement sur les 2 volumes parus actuellement de la collection Extase. Voilà, ça sera demain, 18h30, 1er mai, sur les mêmes canaux qu'aujourd'hui. Et puis un grand merci aussi à tous les partenaires de Sevrier BD qui ont rendu possible ce rendez-vous. Passez une très bonne soirée, lisez du manga, à très bientôt. Sayonara. Et sayonara. Au revoir. Bonsoir.